Donc vous êtes le président du laboratoire CTRS. Alors ça veut dire quoi CTRS? Cell Therapy Research and Services. Je suis donc président de ce laboratoire. Je suis aussi vice-président du comité maladies rares du LEM. Donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'essaierai d'y répondre. Et je suis aussi vice-président de RARE, les 5e rencontres des maladies rares qui se tiennent lundi et mardi à la Cité des Sciences. Et vous êtes bien sûr les bienvenus. Le programme est sur le site de RARE 2017 et vous verrez qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés. Je reviendrai tout à l'heure sur la problématique que l'on connaît bien sur les bases de données, puisqu'en plus j'ai piloté le groupe base de données au LEM. En dehors du terme que le terme revendable me hérisse le poil à un point, et j'espère que ce n'est pas la formulation qui était sur l'appel d'offres, parce que c'est assez inadmissible. Voilà, je vous expliquerai pourquoi la collaboration est indispensable. Et ce n'est pas une question de revente et de gros sous, c'est une question de besoin réglementaire, de besoin de connaissance des maladies, a fortiori dans les maladies rares. Voilà. Alors je vous remercie infiniment de votre invitation, je ne vous remercie pas pour le titre, ni le thème. J'ai eu un petit peu de mal pour savoir par quel bout j'allais l'aborder. Alors je vais commencer par un point assez politique, et je vous prie de m'en excuser, mais je crois qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en termes de partenariat, en termes de recherche? La France est au 6e rang mondial avec 3,3% des publications mondiales, ça je ne vais pas vous l'apprendre. On est hélas derrière les US, la Chine, l'Angleterre, l'Allemagne et le Japon. On a le plus fort taux, par contre ça c'est intéressant, et ça c'est récent, on a le plus fort taux de collaboration internationale devant le UK et devant l'Allemagne. Et ça a vraiment changé depuis quelques années, depuis les années 2011-2012, où il y a eu vraiment une volonté de collaboration internationale qui s'est traduite dans les publications. Et enfin, on a un très fort impact de visibilité qui est en augmentation constante, justement depuis les années 2010. Les brevets, on est au 7e rang mondial dans le système américain. Ça c'est normal parce qu'ils ne pourraient pas nous attribuer le même rang qu'au niveau européen par principe. Donc on est au 4e rang au niveau européen. Et on a bien sûr une part très très importante en chimie organique, je vous prie de m'excuser, et en pharmacie. La position par contre elle est ridicule en termes de financement privé de la recherche académique. Quand je dis ridicule, c'est plus que ridicule, puisque la France, aujourd'hui, on est sur une estimation de l'ordre de 2% du financement de la recherche académique par le privé. Alors qu'en Allemagne, on est au niveau de 15%, et la moyenne au niveau des États membres de l'Union européenne est de 6,3%. Et voilà la courbe. Alors il y a eu un petit effort, c'est vrai, à la fin des années, la première décennie 2000. L'objectif, normalement, est fixé à 3% par la Commission européenne. Et vous verrez que malheureusement, nous sommes... Alors, dans les pays, les Big Five européens, on est le seul pays qui soit en dessous de 3%. Et j'avoue que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à comprendre. Je ne vous parle pas de la Chine qui, elle, explose, puisque le taux aujourd'hui de financement de la recherche académique chinoise par les industriels est de 38%. Alors là, vous avez un petit schéma qui explique beaucoup de choses. En violet sont les dotations publiques, en orange, en vert, les ressources contractuelles, et en rose, rose ou violet sur mon écran, les autres ressources propres. Alors là, vous pourriez dire, en effet, il raconte un peu n'importe quoi, parce qu'on est à 9%. Le seul problème, c'est que dans les autres ressources propres, vous avez 90% qui correspondent au fonds de la Commission européenne. Ceci explique cela. Et voilà la position de la France en termes de dépenses, en pourcentage du PIB, avec la répartition, le bas ce sont les industriels et le haut ce sont les académiques. Donc on est en dessous de la moyenne de l'OCDE, on est un petit peu au-dessus de l'EU 28 grâce à la participation des industriels. Ça c'est la participation de chaque côté, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la participation des industriels dans l'académique, c'est la participation académique d'un côté et industrielle de l'autre. En sachant que ce qui est assez fabuleux en France, c'est que les courbes des dépenses de recherche publique et privée sont strictement parallèles. Dans tous les autres pays, il y a des interactions entre les deux. En France, c'est strictement parallèle. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème de dynamique de recherche, c'est un problème de politique.
partir du moment où les deux courbes, que ce soit privé ou public, sont dans le même état, ça veut dire qu'on a un problème de dynamique politique dans le pays. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la politique. Je finirai simplement par ce triste constat, c'est un taux de transformation vraiment incroyable, incroyablement faible, même si la naissance des SAT, des cellules de valorisation, j'espère, vont amener la création de valeur au niveau industriel dans les années à venir. Et pourtant, pour nous, les partenariats avec les équipes hospitalières universitaires sont vraiment incontournables. Alors nous, on a une particularité, on est un laboratoire 100% privé, on n'a pas de fonds d'investissement, on n'a pas d'industriel à notre bord. On a créé avec nos petites mains cet établissement pharmaceutique. On a aujourd'hui 5 partenariats publics-privés. Tous nos projets sont issus de partenariats publics-privés, dont un que j'évoquerai tout à l'heure et qui émane de l'équipe de Kremlin-Bicêtre. C'est pour moi, a fortiori, on travaille exclusivement dans les maladies rares ou les produits de niche. C'est là où on a une science qui est absolument remarquable, on a des structures qui sont fabuleuses, donc je ne vois vraiment pas pourquoi on n'arriverait pas à monter ces partenariats publics-privés. En plus, on a quelques succès, entre guillemets, sans nous flatter, comme vous le verrez tout à l'heure, et ça marche très bien, tout le monde y trouve son compte, chacun garde son indépendance, et ça permet d'un côté de financer la recherche publique. Je pense qu'Emmanuel aura un petit mot à dire dessus sur la répartition que je trouve beaucoup trop faible du financement de la recherche à partir des royalties que nous pouvons verser aux structures académiques. Mais c'est un modèle qui fonctionne et qui fonctionne très bien dans d'autres pays. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi on n'y arriverait pas en France, sauf parce qu'il y a un blocage politique. La nécessité, c'est pour valoriser la recherche, c'est pour bien sûr favoriser le développement industriel, pour rééquilibrer la balance du commerce extérieur, parce que il est évident que quand on commence à travailler sur un projet, on travaille sur un projet au niveau mondial et absolument pas sur un projet au niveau national, et surtout pour financer d'autres programmes de recherche. On a des qualités qui sont indéniables, qui sont largement reconnues à l'international, que ce soit la créativité, des structures de support de recherche qui fonctionnent merveilleusement bien, une fiscalité très très spécifique pour la recherche et qui est très attractif pour la France, notamment à travers le crédit impôt recherche, et un système de santé spécifique, j'y reviendrai tout à l'heure. En termes d'industrie, on est le 4e marché mondial, après les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. On a 7 structures de soins spécifiques, avec une très bonne position en termes de recherche clinique, puisqu'on a aujourd'hui un taux de recrutement des patients au niveau mondial qui est de l'ordre de 8%, qui baisse un petit peu malheureusement, mais j'espère que ce n'est que temporaire, avec 4 grands domaines de prédilection, que ce sont l'oncologie, les anti-infectieux, les vaccins, cardiovasculaires et les maladies rares, avec le métabolisme. On a une recherche donc d'excellence en termes de recherche publique. On a ce dispositif de soutien. Surtout, on a des organisations qui sont de plus en plus structurées avec les IHU, avec Aviesan, etc. Une performance du système de santé qui est remarquable. On a surtout ce que nous envie énormément d'autres États, la proximité, la grande proximité qu'il y a entre la recherche et la clinique. Et je peux vous dire que dans d'autres pays, c'est vraiment très séparé. Et le premier passage de la recherche à la clinique pose déjà des problèmes, ce qui n'est pas le cas en France. On a un tissu industriel qui est relativement développé et avec de bonnes expertises. Et puis, on a surtout les ATU et l'accès précoce au traitement. Et là aussi, je peux vous dire que tous les États nous envient pour cet accès précoce au traitement, d'abord dans l'intérêt des patients, et en plus parce que ça permet d'améliorer la connaissance, notamment dans les maladies rares, très rapidement, à partir du moment où on a un médicament qui répond aux critères d'une ATU. Pour les maladies rares, c'est vrai qu'on est un petit peu spécialisé dans ce domaine. Là aussi, on a une spécificité. D'abord, la France a été le pays qui a porté la directive sur les médicaments orphelins, qui a été portée par Annie Wolf et Françoise Grossetête au niveau européen. On est le premier pays à avoir mis en place un plan maladies rares. Aujourd'hui, on a 363 centres nationaux de référence maladies rares, avec 104 sites coordinateurs et 259 constitutifs. On a plus de 1700 centres rattachés à ces centres de référence, 23 filières et de nombreux PNDS, donc les programmes nationaux de diagnostic et de soins. Donc en fait, on a tout pour réussir. En tout cas, dans les maladies rares, on a le maillage le plus complet qui puisse exister, de la recherche à la clinique, avec
un système qui permet d'inclure des patients très rapidement en termes de développement clinique, le tissu industriel et le early access qui permettent de soigner et de traiter les patients très rapidement. Donc vraiment, on a tout pour réussir. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de comparer justement sur l'early access la position de la France. Et là, on est leader, mais vraiment leader, parce qu'on a ce système d'ATU qui permet d'une part un remboursement, d'autre part, on a 2 systèmes d'ATU, le nominatif que vous connaissez et l'ATU de cohorte qui permettent de traiter tous les patients pour l'ATU de cohorte à partir du moment où il y a une décision de la NSM d'attribuer cet ATU, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Et quand on regarde la dernière publication de 2015, qui est une comparaison en fait, des Early Access Programmes, on est le seul pays au monde à obtenir 4 points sur 4. Je vous invite à lire ce poster qui est vraiment très très instructif. Et on se rend compte qu'on a tous les critères. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Alors, est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de la vôtre? Je pense que c'est ni de la vôtre ni de la nôtre. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on se mette autour de la table pour qu'on se comprenne. On ne parle pas forcément le même langage. Et on ne cherche pas à racheter ou à revendre quoi que ce soit. On cherche simplement à communiquer pour avancer. Alors, en une grande expérience, nous, on screen en moyenne entre 30 et 40 dossiers de partenariat par an. Vous voyez que le taux de succès n'est pas énorme puisqu'on n'a que 5 partenariats publics-privés, je vous l'accorde aujourd'hui, mais ce qui veut dire que, alors d'abord, on est une petite structure, on n'a pas les moyens de Novartis ou de Roche, et donc on limite quand même nos investissements. Alors je vais essayer de faire un petit point sur comment présenter un projet, quels sont les critères de choix des industriels, à quelle étape du programme du développement est-ce que vous devez rencontrer les industriels, les points clés pour être attractif et les modalités du partenariat. Alors à quelle étape du programme? Eh bien c'est simple, à toutes les étapes, quelles qu'elles soient. Les points clés, une rupture réelle avec l'existant, avec une véritable voie innovante, un mécanisme d'action identifié, au moins dans les grandes lignes, on sait très bien que le mécanisme d'action n'est pas totalement identifié, il y a même des produits aujourd'hui qui ont des AMM sans connaître le mécanisme d'action complètement, des données scientifiques de qualité, un potentiel thérapeutique important, pas forcément en nombre, on ne cherche pas à traiter forcément 10 millions de patients, on cherche à bien traiter et de façon optimale des patients, une déclinaison possible éventuellement sur d'autres indications, qu'elles soient rares ou qu'elles ne soient pas rares, et surtout l'essentiel, c'est l'équipe constitutive et qui porte ce projet, parce qu'un partenariat, c'est un partenariat, c'est-à-dire que vous ne vendez pas un projet que vous ne revoyez plus, vous vendez un projet, ou plutôt vous collaborez sur un projet qui est financé d'une part par un industriel et qui continue à être développé par les académiques, en collaboration avec l'industriel. Et ça, si ça ne fit pas avec l'équipe des deux côtés, en général, ça se passe très très mal. Les critères incontournables. Alors, le ou les brevets. Et on verra tout à l'heure qu'on a exactement l'exemple inverse. Donc, vous verrez qu'on peut quand même le faire même sans brevet. Un axe thérapeutique qui est identifié, ça c'est important. Il faut savoir au départ, quand on signe un partenariat, finalement, qu'est-ce qu'on va voir sur le Vidal? Qu'on va voir comme indication? C'est ça qui est important. Le réglementaire, c'est ce qui va tout driver. Donc ce qu'il faut, c'est savoir quelle est l'indication qu'on va pouvoir retenir et que l'agence réglementaire va pouvoir accorder à ce médicament. Alors ça peut être 1, 2, 3, 10 indications. Mais il faut que la formulation soit claire et ne soit pas un petit peu nébuleuse. Un minimum quand même de preuves de concept validées. Un principe actif réaliste du point de vue industriel, parce que là aussi, de temps en temps, je peux vous dire qu'on voit des choses assez farfelues. Et pour les diagnostics, il faut tenir compte des conséquences. C'est bien beau d'avoir un diagnostic absolument merveilleux si derrière, il n'y a pas de solution thérapeutique. Donc il faut savoir quelle est la réalité du marché. Excusez-moi de parler de marché, mais les industriels, on est obligé de raisonner de cette façon. Ce qu'il faut éviter, se présenter comme un futur prix Nobel, ne rigolez pas. Ça m'est arrivé une fois en disant que ce projet était nobélisable et que c'est pour ça qu'ils venaient nous voir. Voilà, je tairai le nom, mais ça arrive. Ne pas être délirant sur les timings, ça aussi on l'a vu. Nous avons un taux de succès chez Asuri de 90%, donc je pense que dans 12 mois, nous pourrons avoir une ATU. Ah non, monsieur, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Alors ne pas présenter ce que je dis, un business plan version billet de tac au tac, avec une chance au grattage, une chance au tirage, et ça on le voit aussi. C'est-à-dire qu'on a des pixels, c'est-à-dire que le maximum de ventes potentielles mondiales à 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, et on est parti sur le business plan qu'à partir de 5 souris, je vous le répète quand même. Donc on a vraiment des surprises.
Alors, ne pas connaître son marché et la concurrence, alors ça, c'est la chose qui tue. Parce que, certes, on est industriel, mais on sait quand même lire un deadline. On sait quand même se renseigner sur l'intelligence et la business intelligence. Et on sait quand même analyser un petit peu le marché potentiel. Donc, méconnaître ou ignorer totalement la concurrence, ça, je peux vous dire que ça passe pas du tout. Et alors, vouloir rester coûte que coûte seul maître à bord, à un moment, une fois de plus, soit vous continuez tout seul, soit vous continuez en partenariat, mais si on continue en partenaire, ça veut dire qu'on partage les risques, mais on partage les challenges et on partage les directions. Les modalités de partenariat, alors elles sont multiples. Les conventions industrielles type CIFRE, les financements type Matwin, Aviezan sur les proof of concept. Après, il y a l'equity si vous voulez vraiment créer une société. Ou les accords de co-développement, ou les accords de licence avec des milestones, c'est-à-dire qu'on vous verse progressivement de l'argent au fur et à mesure du développement du programme. Alors, quelques petits conseils. Quand on attaque les maladies rares, parce qu'on a un vrai problème, on est dans un système contraint au niveau financier. Je sais que tous les médicaments orphelins coûtent horriblement cher, que les industriels sont tous avec la queue fourchue, un trident et des cornes rouges, et qu'on représente le diable, mais je vous demande simplement de poser cette équation au moment où vous commencez à travailler sur un projet. Et cette équation, là, c'est une équation réglementaire de coûts industriels et de coûts réglementaires. Si vous avez un coût de développement de 10 millions, un nombre de patients de 500, un coût de production de 2 000 euros, ça vous fait 22 000 euros par patient par an de coûts incompressibles. Et là, le laboratoire n'a pas fait encore 1 centime de marge. Pour les maladies ultra rares, je peux vous dire que cette équation, elle est particulièrement délicate à gérer. Je vais vous donner un seul exemple. Quand vous lancez un médicament orphelin ultra rare pour une maladie ultra rare, et on verra un exemple tout à l'heure, vous êtes obligatoirement en procédure centralisée. Donc vous êtes obligé d'avoir une AMM centralisée européenne et en aucun cas une AMM nationale. Le seul problème, c'est que vous avez une directive sur le médicament orphelin qui ne gère que la propriété et l'exclusivité commerciale et en aucun cas le pharmaceutique. Donc vous rentrez dans la règle pharmaceutique comme tous les autres médicaments. Ce qui veut dire que le jour où vous avez votre AMM, vous êtes obligé d'avoir un système de pharmacovigilance dans l'intégralité des États membres, un système de surveillance de la littérature dans la langue locale dans tous les États membres, un système de PV centralisé, de pharmacovigilance centralisé dans tous les États membres, et ce qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de patients. Et vous n'avez aucune dérogation possible. Je donne toujours un exemple qui est tout bête, mais qui est un exemple réel, puisqu'on le vit, nous, chaque année, le coût pour la Lituanie, en sachant que c'est relativement proportionnel à la population. La Lituanie n'est pas un État membre particulièrement peuplé. La Lituanie, chaque année, nous coûte en pharmacovigilance locale, en surveillance de la littérature et en information médicale, 14 000 euros. 14 000 euros. Et il n'y a pas de patients. Voilà. Alors vous multipliez ça par 28 en sachant que ça coûte beaucoup plus cher pour les plus gros États. Donc il faut se poser cette question parce que est-ce que c'est viable pour la société qui va exploiter ce médicament et est-ce que c'est acceptable pour la société avec les contraintes budgétaires que l'on connaît aujourd'hui? Alors, pour les premiers financements, moi je vous conseille d'aller chasser la subvention, les subventions d'amorçage et de démarrage. Vous en avez plein, que ce soit ex-structure OSEO au BPI maintenant, les prix de fondation, quelques prix de business angel qui permettent de financer, ou des prix de fondation d'ailleurs d'industriels. Nous-mêmes, nous finançons un prix à l'ESL, qui n'est pas énorme, mais qui permet quand même de payer un petit peu de travaux de recherche pendant au moins une année. Ce qu'il faut, c'est arriver devant l'industriel avec un document solide. Alors, on ne demande pas d'avoir des patients traités, etc. Un document solide, ça peut être simplement une proof of concept, y compris une proof of concept en préclinique chez l'animal, mais quelque chose de solide, qui est validé scientifiquement, et qui permet soit de déposer, soit éventuellement d'étoffer un brevet antérieur. Et avec ça, vous pourrez convaincre des investisseurs ou des industriels. Pour bien démarrer, alors je vous conseille aussi d'aller rapidement voir les agences réglementaires, que ce soit à Londres ou que ce soit en France, bien que, hélas, je dirais que la NSM aujourd'hui a perdu un petit peu en termes de réactivité pour le conseil aux académiques ou sur les projets innovants. Et je trouve ça vraiment assez affligeant, malheureusement. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de rester en France.
Vous avez d'autres agences qui peuvent très bien vous apporter du scientific advice, que ce soit l'agence danoise que je vous recommande parce qu'elle est remarquablement réactive, très efficace et avec des très bons experts. L'Allemagne, c'est un peu plus long. L'Italie est très bien. Le Portugal est très très particulier sur certaines spécificités, notamment les problèmes de pharmacocinétique et de pharmacologie pure, mais ils sont très très bons. Voilà, alors ça vous coûte certes plus qu'un billet de métro pour aller à Saint-Denis, mais au moins vous avez le résultat. Et surtout, vous avez le résultat rapidement. Parce que la NSM, quand vous allez les voir, ils vous disent, attendez, il faut qu'on trouve un slot. Et alors le slot, on est aujourd'hui, il me semble, en novembre 2017, on va vous trouver un scientific advice en juin 2018. Les souris ont le temps de crever entre les deux, hein, je peux vous dire. Donc il faut y aller tout de suite. Et vous pouvez demander, si vous avez une microstructure ou une structure support, ce que je viens de découvrir tout à l'heure, vous pouvez très bien demander à l'EMA, avec le nouveau système qui est le PRIME, qui est un système très efficace de premier conseil par l'agence européenne. Là, l'avantage, c'est qu'à l'agence européenne, vous avez des experts de tous les pays, vous avez des experts de toutes les matières, que ce soit de la clinique, de la pharmaco, de la galénique, tout ce que vous voulez, de la tox, etc. Donc allez-y, ça prend à peu près 90 jours pour monter tout le dossier. Vous avez une réunion, vous avez des minutes qui sont binding, c'est efficace, c'est solide, et vous avez vraiment des experts en face de vous avec qui vous pouvez discuter. Faut travailler, alors là aussi très rapidement, le principe actif. Je sais que vous êtes loin peut-être pour beaucoup de la pharmacologie et de la fabrication des médicaments, mais il y a tellement d'échecs liés au principe actif que je peux vous dire que c'est la première chose à regarder. Moi, j'ai une triste expérience dans une autre structure que je dirigeais. On n'a jamais pu monter une solution suffisamment dosée pour répondre aux études de toxicologie. Jamais. Donc on avait une cristallisation, on a essayé toutes les formulations galéniques possibles et inimaginables, on n'a jamais réussi. Donc ça veut dire que le programme a été totalement abandonné, alors que les résultats précliniques étaient excellents et que la première tox à faible dose était très bonne. On n'a pas pu parce qu'on ne pouvait pas, il fallait administrer quasiment 1 litre à un rat. Donc vous imaginez ce que ça donne, ça veut dire qu'il meurt déjà par... voilà, il explose en fait. Donc on était, non j'exagère, mais je crois qu'on était dans l'ordre de 500 millilitres ou 300 à 500 millilitres pour avoir la dose maximum pour injecter un rat, ce qui n'est pas possible. Voilà. En sachant que vous êtes obligé de prendre un rongeur et un non-rongeur pour la tox. Le non-rongeur, on peut se débrouiller avec un chien ou avec un singe. Le rongeur, c'est un petit peu plus délicat si vous avez 500 millilitres à injecter. Alors, ne pas déposer aussi de brevet pour déposer un brevet. Ça, c'est la règle, c'est-à-dire qu'on dépose un brevet, on est content, et puis on se rend compte en fait que le brevet, il répond à aucune stratégie de brevet. Donc il protège un tout petit truc, mais par contre, n'importe qui peut vous attaquer par l'extérieur. Il faut vraiment raisonner avec des gens qui ne raisonnent pas uniquement sur le dépôt de brevet, mais sur des stratégies de brevetabilité, des stratégies de brevet. Voilà. On ne demande pas simplement à être innovant. Être innovant, c'est bien. Être protégé, c'est quand même beaucoup mieux. Après, il faut savoir passer la main, parce qu'un chercheur cherche, un financier, il finance, et un dirigeant, il dirige. Voilà. Et chacun son job, et à mon avis, tout le monde sera très heureux. Et si vous créez une société, il faut accepter d'être dilué. Il est toujours préférable d'avoir que 10% d'une société qui fleurit remarquablement bien et qui se développe à l'international, que 90% d'une société en dépôt de bilan. Alors ça, c'est la petite courbe qu'on vous montre à chaque fois. Donc, elle est assez minimaliste sur les chiffres pour ne pas vous faire peur. Mais globalement, on est voilà, ce que devient normalement un programme de développement. Depuis les premières proof of concept que vous pouvez financer avec des prêts d'honneur, avec de financement d'incubateurs, jusqu'au capital développement pour arriver sur le marché. Et comme disait JFK, l'art de la réussite consiste d'abord à savoir s'entourer des meilleurs. Alors je vais vous donner quand même un petit exemple pour rester quand même un petit peu optimiste avec tous ces chiffres. L'exemple d'Orfacol, donc c'est le traitement de 2 déficits de synthèse des acides biliaires primaires, et il y a 2 personnes dans cette salle qui en parleront, mais alors 20 fois mieux que moi. Il y avait 20 cas répertoriés en France, et il y en a toujours 20 d'ailleurs, une centaine de cas estimés dans le monde, il n'y avait pas de brevet, un principe actif qui n'était pas pharmacopée et produit juste à côté de chez nous, puisqu'on est en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, Emmanuel, sur le dossier, hein? Enfin, le dossier le plus mauvais qu'on ait jamais vu, voilà. Mais avec une équipe remarquable et des premiers résultats fabuleux.
Donc la chance d'être dans une petite société privée où on a de compte à rendre à personne, c'est qu'on prend la décision autour de la table et que la décision a été vite prise. Donc en 93... Non. Exactement. Donc en 93, l'équipe d'Emmanuel a fait les premières tentatives de traitement par l'acide cholique. En 2001, il y a les premières gélules qui sont créées par la GEPS. 2003, l'obtention de la désignation par la GEPS. 2007, contrat AP avec nous. Le transfert de la désignation. La première ATU nominative en 2008. Décembre 2010, l'avis positif de l'EMA. Et ce produit a été classé parmi les 13 produits d'intérêt majeur en termes de santé publique par l'EMA. Et ça a été qualifié de life-saving drug par les rapporteurs de l'EMA. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont qualifiés de life-saving drug par les rapporteurs. Bon, 2010-2013, je vous conseille de télécharger la saga Orfacol. Vous verrez, c'est à peu près l'équivalent d'un bon polar de John Grisham. On s'est battu contre la Commission européenne. On a été 3 fois à la Cour européenne de Luxembourg. On a gagné 3 fois. Et la Commission a perdu puisqu'elle ne voulait pas donner l'AMM, alors que l'Agence européenne avait donné l'AMM. Mais l'histoire est plus complexe que cela. Et c'est un vrai polar, je vous conseille de la télécharger. Ça a été écrit par un lobbyiste bruxellois et c'est remarquable. Donc on a enfin l'AMM en 2013, 1000 jours après le problème de la Commission européenne. Et voilà ce qu'on a obtenu. En février 2014, on a un ASMR 1. Il n'y avait pas eu d'ASMR 1 depuis, je crois, 2007. En 2014, on a le prix Galien national. En 2015, on a la pilule d'or de prescrire. Alors ça, je peux vous dire que c'est mieux que le Nobel pour un industriel. Hein. En 2016, on a le prix Galien international. Donc, alors j'ai découvert, enfin c'est pas moi qui ai découvert, c'est un journaliste qui nous a fait découvrir qu'on était le seul produit au monde, le seul à avoir l'ensemble de ces décorations entre guillemets. Je les ai pas mises là parce que c'était un peu lourd, mais voilà. Donc on est parti d'une idée en 93 pour arriver, voilà, une vingtaine d'années plus tard, à ce résultat, avec des patients qui sont sauvés. Il y a 100% de succès quand le diagnostic est bien posé. Aujourd'hui, on est commercialisé dans, je crois, 26 pays et on traite un peu plus de 60 patients. Donc vous voyez, le nombre de patients par pays est très très élevé. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà. Je crois que ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas cessé de collaborer avec l'équipe de Kremlin Bicêtre. Et ça, que ce soit en France ou à l'international, la pathologie est tellement complexe que, voilà, même si on est chez CTRS, on est tous médecins ou pharmaciens, donc on a un tout petit peu de culture médicale, mais voilà, on a besoin en permanence de l'aide des deux Emmanuel. Voilà, pour aller porter la bonne parole, parce que c'est aussi notre rôle, c'est l'information médicale. On a un exemple flagrant qui est juste à côté de chez nous, qui est en Allemagne. En Allemagne, tous les patients qui avaient été suspectés ou diagnostiqués ont été transplantés. Tous. Et aujourd'hui, on traite 3 patients en Allemagne, parce qu'ils ont accès à la plateforme de diagnostic, parce qu'ils ont été sensibilisés à la pathologie, etc., etc., etc. Et il y a d'autres exemples comme ça, dans les fratries des patients traités. Il y en a beaucoup qui sont décédés, ou je ne crois pas qu'il n'y en a pas qui ont été transplantés. Ils sont décédés malheureusement. Voilà. Avant, exactement. Et on a eu un triste exemple en Turquie. Alors là aussi, pour des problèmes administratifs, moi j'étais prêt à prendre un billet d'avion pour aller à Ankara. On avait un correspondant turc donc, qui avait diagnostiqué un enfant dont l'insuffisance hépatocellulaire progressait malheureusement très rapidement. On a eu un refus d'importation et de visa d'importation du ministère de la Santé. Et le dimanche matin, le service m'a appelé pour me dire que ce n'était pas la peine que je vienne puisque l'enfant avait été transplanté, alors qu'il aurait très bien pu, à mon avis, je pense, survivre si on était arrivé en temps et en heure. Voilà. Donc on fait le maximum aujourd'hui pour être en temps et en heure au chevet du patient. Ce n'est pas toujours facile. Autant en Europe, avec une AMM européenne, je peux vous dire que ça va très très rapidement et que les formalités sont très simples. Par contre, dès que vous commencez à attaquer des pays un petit peu plus hard, là en ce moment on bataille avec l'Arabie Saoudite, la Colombie c'est réglé, le Brésil ça va l'être, etc., etc. Mais chaque pays a sa spécificité. Et pour
une petite équipe comme la nôtre, c'est pas toujours facile à gérer. Alors l'autre point quand même, c'est que c'est une source de financement majeure pour l'assistance publique. Alors ça, dans ce cas-là, c'est l'assistance publique, ça peut être n'importe quelle structure de recherche, et ça peut être un financement très important. À ceci près que là, je mettrai un tout petit coup de griffe sur ce type de contrat, c'est que j'estime que, contrairement à d'autres pays, les découvreurs, les inventeurs, les chercheurs qui ont participé à ces programmes, pour moi, ne sont pas rémunérés à leur juste niveau. Je ne dis pas à titre personnel, on ne peut pas aller sur les modèles scandinaves qui sont très très particuliers, où là, le chercheur a une part privée et une part pour son service, mais au moins que les services qui travaillent récupèrent un minimum de ce que l'industriel reverse aux structures. C'est pas normal. Les royalties versées par les industriels à l'AP, excusez-moi, ne sont pas là pour couvrir le déficit de l'AP. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Mais peut-être que j'ai une vision un petit peu trop privée pour ce type de modèle. Mais cela n'empêche que, compte tenu des sommes engagées, je peux vous dire qu'elles sont importantes. On ne parle pas de centaines de milliers d'euros, on parle de millions d'euros là. Donc, j'estime qu'il y a un reversement minimal, et là, c'est à vous de vous battre pour demander beaucoup plus que ce que vous offre l'AP. Si toutefois elle vous offre quelque chose, parce que dans certains cas, elle ne vous offre rien. Et ce n'est pas que l'AP d'ailleurs, ce n'est pas que l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il ne faut pas être critique que de cette structure. Il y en a beaucoup d'autres qui sont comme ça. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé. Alors pour revenir, je voulais simplement faire un petit complément d'information sur puisqu'on a parlé des bases de données tout à l'heure. Moi, j'essaie de me battre depuis longtemps. Quand on a un médicament innovant en procédure centralisée, on a systématiquement, en tant qu'industriel, c'est un commitment de l'agence qui nous impose ce qu'on appelle un PGR, donc un plan de gestion de risque, que vous connaissez aussi puisque vous le remplissez si vous traitez des patients qui sont soumis à qui sont traités par un médicament qui est soumis à un PGR. Le PGR, c'est quoi? C'est une base de données qui regroupe l'intégralité des données cliniques et non cliniques d'ailleurs, qui permettent de remplir annuellement ce qu'on appelle un PSUR, c'est-à-dire que c'est en fait un rapport de pharmacovigilance qu'on doit transmettre à l'EMA. Et c'est impératif parce que c'est une clause de suppression de l'AMM si on ne remplit pas le PSUR ou si le PSUR est négatif. Nous-mêmes, on a monté, grâce à la collaboration de l'équipe de Bicêtre et tous ceux qui ont des patients, parce qu'il faut remplir quand même les données, on a monté une base de données qui est assez exceptionnelle en termes de qualité et de quantité compte tenu du faible nombre de patients. On a aujourd'hui, sur les 63 patients, malheureusement dans certains pays, ce n'est pas facile de faire remonter parce qu'on a des problèmes de transparence, comme la CNIL qu'on a en France. Dans certains pays, malheureusement, les médecins n'ont pas l'autorisation de transférer des données du patient, même totalement anonymisées, puisque notre base de données a un système de double sécurisation, donc sécurisation par administrateur, sécurisation par médecin traitant, puisque chaque médecin traitant peut avoir accès qu'à ses patients et non pas aux autres. Mais ça n'empêche que dans certains pays, ça bloque. Voilà. Par exemple, la Turquie, ça bloque, on n'a pas le droit d'utiliser les données de patients. Donc la Turquie est sortie de cette base-là. Mais ça, on en a besoin. Je ne vois pas pourquoi une base de données maladies rares, demain, ne pourrait pas servir comme base pour un plan de gestion de risque. Et je peux vous dire que c'est un financement conséquent, parce que nous, on ne gère pas le plan de gestion de risque. On fait appel à des CRO qui avec des ARC, qui sous-traitent dans les différents centres, etc., avec une analyse. Et donc, ça a un coût très significatif. Je ne vois pas pourquoi demain, il n'y aurait pas une structure. Alors, on passe les liens d'intérêt. Il suffit de monter une structure tampon entre l'industriel et les équipes. Et puis, on va arrêter aussi un peu avec les liens d'intérêt parce que ça devient délirant. Donc, une structure tampon qui permette de financer avec du fléchage et qui financerait la BNDMR et autres cohortes de ce type. Nous, ça nous coûte, je peux vous dire, en moyenne par produit, sur un produit comme ça au niveau uniquement européen, c'est entre 400 000 euros et 1 million d'euros par an. Voilà. Et c'est impératif, on n'a pas le choix. Donc, alors, on espère bien que si c'était une structure académique, ce ne serait pas 400 000 euros ni 1 million, ce serait un petit peu moins. Mais ça n'empêche que vous pourrez récupérer quand même une grosse partie. Ce qui permettrait de financer des techs, des ARC, de financer des rédacteurs, parce qu'il faut des rédacteurs spécifiques, ou à la limite ça peut se traiter, mais ce serait une chose de financement pertinente. Ça éviterait d'avoir d'un côté la BNDMR qui gère des données, de l'autre côté un industriel pour la même pathologie, qui va gérer une base de données pour le PSUR et pour le PGR. Je vois pas là, il y a un moment où il faut mutualiser les efforts de manière à ce qu'on ait une seule base de données qui augmente la connaissance de la maladie et qui permette de répondre à tous les critères
aujourd'hui que ce soit les critères académiques ou les critères industriels. Donc voilà un exemple, et c'est pas revendable. Là aussi, c'est du partenariat. Voilà, j'en ai fini.